Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue à ce grand débat sur l'initiative dite Entreprises responsables et l'initiative pour des multinationales responsables, initiative sur laquelle nous voterons le 29 novembre. Je suis Gilles Carbonnier, professeur d'économie à l'Institut de hautes études internationales et du développement, et nous organisons ce soir ce grand débat en partenariat avec Forhaus, le think tank suisse de politique étrangère, que nous remercions de s'associer à ce grand débat. Durant les propos introductifs que je vais faire, j'aimerais situer brièvement l'initiative suisse dans le contexte global de l'évolution du débat et des travaux sur cette question cruciale entre entreprises et droits humains. Par la suite, je passerai la parole à la directrice romande de Forhaus, Maria-Isabelle Wieser, qui animera la discussion avec 4 panélistes qui sont eux-mêmes engagés dans la campagne politique en vue de la votation du 29 novembre. De quoi s'agit-il ? L'initiative porte sur la responsabilité des entreprises en cas de violation de normes internationalement reconnues en matière de droits humains et d'environnement. Les entreprises dont les opérations risquent d'avoir une incidence sur le respect de ces normes internationales doivent faire preuve d'un devoir de diligence. Concrètement, elles doivent s'efforcer d'identifier les risques de porter atteinte à ces normes et ces droits à travers leurs opérations. Elles doivent prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour tenter de prévenir que de telles atteintes se matérialisent ou, le cas échéant, d'y remédier. Ce devoir de diligence s'étend aux filiales d'entreprises suisses à l'étranger. Prenons l'exemple d'un groupe suisse qui a une usine en Amérique latine. Si les communautés locales qui habitent autour de cette usine estiment qu'une pollution grave a été commise par l'usine et qu'elle souffre directement de l'incidence sur la qualité de l'eau et de l'environnement, au titre de l'initiative, elles peuvent tenter donc d'engager une procédure civile devant un tribunal suisse pour tenter d'obtenir réparation. Dans ce cas, et toujours au titre de l'initiative, l'entreprise visée est amenée à démontrer qu'elle a exercé une diligence raisonnable, c'est-à-dire qu'elle a mis tout en œuvre pour identifier ces risques de pollution et, s'il était identifié, pour faire le nécessaire pour éviter que de telles pollutions adviennent. Finalement, il appartiendra au tribunal de trancher, avec le cas échéant, une demande de réparation qui sera donc émise de la part du tribunal auprès de l'entreprise, réparation en faveur des personnes lésées. Donc, pour situer cette initiative dans le contexte international, j'aimerais faire 2 points. Le premier, c'est que l'initiative s'inscrit dans une évolution très rapide des attentes sociétales à l'égard des entreprises. Depuis une trentaine d'années, on a vu une évolution des normes et en parallèle, une évolution des normes qui s'est traduite par une évolution rapide de la réglementation. Prenons l'exemple de la corruption. C'est en 1997 que l'OCDE a finalement adopté une convention interdisant aux entreprises de corrompre des agents publics étrangers, par exemple, pour obtenir un contrat. En Suisse, jusqu'en 2000, les pots de vin qui étaient payés par des entreprises à des agents publics étrangers pouvaient être déduits fiscalement du profit soumis à impôt. Évidemment, quand la Suisse a adhéré à la Convention de l'OCDE, cette pratique a pris fin et aujourd'hui, depuis 2001, les pots de vin sont répréhensibles pénalement. On voit un peu le même phénomène dans cette relation entre entreprise et droits de l'homme. Les Nations Unies ont lancé un pacte mondial en 2000 en invitant les entreprises à se joindre sur une base volontaire à ce pacte en s'engageant à respecter les normes fondamentales en matière de droits humains, de droit du travail et de l'environnement. En s'engageant de la sorte, les entreprises prenaient aussi l'engagement de publier régulièrement des rapports pour expliquer la manière dont elles mettaient en œuvre
ses engagements et dont elle progressait. Dans mes recherches, j'ai eu l'occasion pendant une dizaine d'années d'étudier ces rapports. Et je dois dire que sur une dizaine d'années, j'ai vu de réels progrès, des avancées dans les engagements pris par les sociétés multinationales qui avaient souscrit au Pacte mondial des Nations Unies et des engagements au titre de leurs politiques affichées. Maintenant, il était beaucoup plus difficile de déceler des avancées réelles dans la mise en œuvre en termes de monitoring, d'indicateurs de performance et de mesures correctives en cas de besoin. Et je crois que ce qui manquait, c'était un cadre international agréé qui fixait les responsabilités des entreprises par rapport aux questions de droits de l'homme. Et c'est ce qu'on a eu avec, en 2011, l'adoption des lignes directrices, des principes directeurs des Nations Unies relatives aux entreprises et aux droits humains. Ces principes directeurs ont trois pans principaux. D'abord, ils réaffirment la responsabilité des États de promouvoir et d'assurer le respect des droits de l'homme. Deuxièmement, ils affirment la responsabilité des entreprises elles-mêmes à respecter les droits de l'homme, y compris par un exercice de diligence raisonnable qui les invite à identifier les risques potentiels de violation et prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour prévenir que de tels risques ne se matérialisent. Et finalement, en cas d'abus ou de violation, il est demandé aux États et aux entreprises de prévoir des moyens de recours et de réparation pour les personnes dont les droits auraient été bafoués. John Ruggie, qui est professeur de Harvard University, qui a mené tout ce processus, lorsqu'il a présenté ses principes directeurs pour adoption en 2011, il a dit, voilà, on a maintenant un cadre qui définit les responsabilités, il appartient maintenant à chaque État de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre de ces principes directeurs dans l'ordre juridique interne et dans la pratique. Depuis lors, dans des pays voisins de la Suisse, on a eu toutes sortes d'initiatives et de mesures qui ont été prises. Je citerai la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard de leurs filiales. Les entreprises françaises ont l'obligation d'élaborer, de publier et de mettre en œuvre des mesures d'identification des risques et de prévention de porter atteinte aux droits de l'homme et à l'environnement. Une personne lésée à l'étranger peut demander tout d'abord une mise en demeure pour que les pratiques de l'entreprise changent, puis réparation devant un tribunal en France au titre de la responsabilité civile de l'entreprise. Dans les pays anglo-saxons à tradition common law, la jurisprudence, on voit qu'elle évolue aussi. Il y a eu l'année passée une décision de la Cour suprême du Royaume-Uni qui, au fond, a décidé que des villageois de Zambie pouvaient porter un cas devant la justice anglaise en ce qui concerne des allégations de pollution d'une société minière en Zambie, et ce cas est porté à l'encontre de la société britannique, d'une société britannique devant un tribunal anglais. Donc on voit finalement que sur le plan global, l'initiative suisse s'inscrit dans une tendance qui est née de cet effort de mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies. Mon deuxième et dernier point, il a trait au fond au fait que j'ai été intrigué par l'essentiel des débats sur l'initiative pour les multinationales responsables en Suisse, qui porte notamment sur le secteur minier. Et comme économiste du développement, je n'étais pas surpris parce qu'en économie du développement, on connaît très bien un phénomène qu'on a beaucoup étudié, qu'on appelle la malédiction des ressources, qui veut que des pays pauvres, des pays en développement, qui sont riches en ressources minières, en ressources pétrolières, affichent des résultats en termes de développement économique, de développement politique, social, qui sont nettement inférieurs à des pays qui n'ont pas de ressources. Et donc ce paradoxe de l'abondance nous a amené à nous demander comment utiliser des antidotes pour conjurer cette malédiction des ressources. Et parmi ces antidotes, ce que l'on voit, c'est que les conditions cadres sont absolument essentielles en termes de politique publique, en termes de qualité des institutions et de mécanismes de gouvernance. Donc, les économistes du développement concluent que les entreprises jouent un rôle absolument clé comme moteur du développement, et ça, il n'y a aucun doute à ce sujet,
mais que pour jouer ce rôle moteur du développement, par exemple dans des secteurs complexes comme le secteur des ressources extractives, les conditions cadres jouent aussi un rôle absolument essentiel pour permettre aux entreprises de jouer un rôle moteur dans le développement. Et bien sûr, les entreprises peuvent aussi exercer une influence positive dans l'amélioration de ces conditions cadres et de la gouvernance. Donc d'un point de vue économique, l'initiative aurait pour résultat de renforcer sans doute les incitations à investir dans des analyses d'identification des risques et de prévention des atteintes en termes de droits de l'homme et de l'environnement. La question est de savoir dans quelle mesure cette initiative va aussi renforcer au fond les incitations à investir, à avoir des investissements directs étrangers en hausse, ou au contraire pourrait les décourager. Je crois que seules des études rigoureuses ex post nous le montreront, mais à ma connaissance, par exemple dans le cadre de la loi française adoptée il y a 3 ans, il n'y a pas eu d'études à ce jour qui montraient de tels effets. Mesdames et messieurs, voilà pour le plan global. Maintenant, si on revient à l'entreprise, à l'initiative suisse elle-même, elle a été déposée il y a plus de 4 ans, en octobre 2016. En juin 2018, le Conseil national a adopté un premier contre-projet que les initiants avaient trouvé assez substantiel pour s'engager à retirer l'initiative si ce contre-projet était adopté par le Parlement. Toutefois, en décembre dernier, le Conseil des États a adopté un autre nouveau contre-projet qui s'est finalement imposé cet été auprès des chambres fédérales. Ce contre-projet demande aux entreprises de publier des rapports sur les activités et les mesures de diligence qui sont prises, avec sanction si les rapports ne sont pas publiés ou si certains rapports contiennent des contre-vérités. Les initiants ont estimé que ce contre-projet n'était pas suffisant et ils ont donc décidé de maintenir l'initiative sur laquelle nous voterons le 29 novembre. Si l'initiative est rejetée, le contre-projet entrera en vigueur. Contre-projet, initiative, pour débattre de ce sujet passionnant, nous avons le plaisir d'accueillir 4 panélistes engagés dans la campagne. Et sans plus attendre, je passe la parole à Maria Isabelle Wieser, directrice romande de Forhaus, pour introduire et animer ce panel. Maria Isabelle, vous avez la parole. Merci beaucoup au professeur Carbonnier pour cette introduction et bienvenue au public, bienvenue aux panélistes. Donc nous avons d'abord sur ma droite Madame Marie-Claude Saverchel, présidente des Verts libéraux genevois. Ensuite, bonsoir. Ensuite, nous avons Marc Hummel, le responsable des matières premières chez SwissAid. Bonsoir. Et sur ma gauche, nous avons Monsieur Bertrand Reich. Il est le président du Parti libéral radical genevois. Et bonsoir. Bonsoir. Et puis, Monsieur Vincent Simon, vous êtes le suppléant roman et chef de la campagne chez Économie Suisse. Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, pour commencer, je vous fais remarquer que vous pouvez poser des questions. Elles seront envoyées sur mon attel. Donc, nous répondrons à vos questions que vous posez pendant le débat vers la fin. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Pour commencer, je voudrais bien donner quelques minutes à chaque intervenant et à chaque intervenante pour présenter un peu sa position. Et puis, je propose qu'on commence avec vous, Monsieur Bertrand Reich. Merci, volontiers. Bertrand Reich. Je me posais la question en venant de savoir, dans le fond, ce qui distinguait l'être humain des animaux. Qu'est-ce qui fait que nous avons la prétention d'être supérieurs et de n'être pas que simplement des poussières d'étoiles, mais d'avoir quelque chose de plus ? Et ce qui nous distingue des fleurs comme des animaux, des êtres vivants, fondamentalement, c'est notre capacité à créer des droits et à créer les droits humains. Les droits humains sont le socle de l'humanité et c'est ce qui fait que peut-être, nous pouvons prétendre être autre chose que simplement notre part d'animalité, même si cette part d'animalité, on la vit bien, enfin on la vit en tout cas fortement en ces moments de virus. Et ce que les droits humains nous disent, assez simplement, c'est le respect.
le respect de ce qu'est l'être humain, le respect de ce qu'il est capable d'être et de ce qu'il devrait être, le respect des autres et le respect de soi-même. Et dans le cadre du débat de ce soir, je le vois se décliner de deux manières. C'est d'abord la tradition bien ancrée de respect des autres nations, le respect des droits des autres pays, mais le respect des pays eux-mêmes, qui est, à mon point de vue, mis à mal par l'initiative, qui arrive avec une certaine brutalité, pour dire à un certain nombre de pays implicitement qu'ils font tout faux et que dans le domaine qui me préoccupe particulièrement, celui du travail des enfants, seule la Suisse est capable de dire comment il faut faire et comment il faut procéder. Il y a cette forme de brutalité qui me déplaît. Et puis l'autre aspect de respect, c'est que dans le fond, dans ma conception des choses, l'initiative, elle ne règle rien. Elle pose un certain nombre de principes qui sont justes, de même que le contre-projet, parce qu'il faut que j'avoue ici que je suis un droit de l'homiste, et puis que j'étais pendant 14 ans dans une ONG que j'ai présidée pendant un certain nombre d'années, qui se battait notamment contre les enfants soldats, et que ma conviction est que vraiment les droits humains sont importants et que vraiment les enfants doivent être protégés. Mais ça suppose une efficacité. Ça suppose des mesures concrètes, ça suppose plus que des bonnes intentions. Et je ne mets pas en doute les bonnes intentions de l'initiative, ni la nécessité de son lancement. Moi, je salue ce débat, et le professeur Carbonnier a souligné l'évolution du monde vers plus d'intégrité, si on peut le dire comme ça, plus de responsabilité des entreprises, un monde meilleur, mais ce monde meilleur, il suppose qu'on soit efficace. Et c'est par ce souci d'efficacité d'une part et de respect des nations d'autre part que pour ma part, je soutiens le contre-projet, et j'en terminerai avec ça. Ce qui est intéressant ce soir, c'est que ce n'est pas le choix pour ou contre les droits humains, c'est le choix pour les droits humains, mais quelle est la meilleure voie? Et pour ma part, c'est celle du contre-projet. Merci beaucoup et je passe volontiers la parole à vous, Marie-Claude Saint-Verchel. Merci. Vous me permettrez de commencer par une citation. « L'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché un dommage de se produire. » Vous aurez peut-être reconnu l'article 55, alinéa 1 de notre Code des obligations, et c'est dans cette pensée, dans cette perspective que s'enracine cette initiative pour les entreprises responsables. Cette initiative trouve son enracinement dans un principe de responsabilité qui est celui que nous connaissons, que toutes les entreprises connaissent, et elle converge vers les droits, vers les traités internationaux que la Suisse, comme bien d'autres pays, a signés. M. Carbonnier les a évoqués tout à l'heure. L'initiative, elle donne enfin, et j'ai envie de dire, une forme concrète à cet engagement de la Suisse. Elle avance d'un pas dans ce qui doit permettre d'accomplir ce qui fait tout contrat bien pensé, à savoir que ceux qui exercent une activité, qui jouissent de droits dans l'exercice de cette activité, doivent également assumer les devoirs qui accompagnent l'exercice de ces droits. C'est-à-dire s'assurer de l'impact de ses actions, ça veut dire prendre soin, ça veut dire rendre compte. Alors, on m'objectera que, parce que jusque-là, évidemment, il n'y a pas de voix discordante ici, mais on m'objectera que jusqu'ici, le contre-projet indirect tel qu'il nous est proposé suffit pour permettre de remplir ces deux phases du contrat en termes de droits et de devoirs. Et ce que je dois malheureusement dire, c'est que ce contre-projet, d'une certaine manière, manque sa cible, parce qu'il manque une troisième dimension qui est importante pour que la notion de devoir soit crédible, pour que la notion des devoirs qu'on remplisse soit véritablement crédible. Ce grand absent, c'est évidemment la possibilité pour les victimes, pour les tiers lésés, de faire entendre leur voix, d'intenter des actions en dommages et intérêts pour faire entendre les torts qu'ils ont subis, quel que soit
le monde dans lequel ils vivent, quelle que soit la juridiction ou son absence dans laquelle ils s'exercent. Et je pense que c'est seulement dans le cas où on a ce dispositif complet de droits, de devoirs et de possibilité de tester ces devoirs pour les interroger lorsqu'ils n'ont pas été remplis, qu'on peut vraiment avoir affaire à une justice possible et véritable. C'est à cette condition seulement aussi, je crois, et c'est un autre volet, que nous pouvons assurer pour nos entreprises une compétitivité digne de ce nom. Car non, l'entreprise n'est pas l'initiative n'est pas une attaque contre les entreprises, elle ne vient pas affaiblir le tissu de nos PME. Au contraire, ai-je envie de dire, jamais responsabilité et rentabilité n'ont été contraintes aujourd'hui de marcher de pair. Le monde change, le monde a changé, M. Carbonnier l'a évoqué tout à l'heure, parce que les préoccupations pour les droits humains et l'environnement deviennent de plus en plus prégnantes, parce qu'elles sont devenues de plus en plus sensibles, et elles le demeureront, et on le voit aujourd'hui par l'exigence qui est faite sur les marchés qui demandent aux entreprises de rendre compte de ce qu'elles font en termes de protection de l'environnement et en termes de respect des droits humains. Longtemps, pendant de nombreuses années, nous avons été occupés dans la gestion de nos entreprises à établir des garanties, des certifications, des labels de nos productions pour rendre nos produits et nos services fiables et compétitifs. Et la Suisse a bien réussi. Elle s'est créée une réputation d'excellence à l'étranger pour la qualité de son travail, de ses produits, mais également pour son intégrité. Alors, j'ose juste vous interrompre parce que vous soulignez déjà plein de sujets qui sont super importants et qu'on va reprendre après. Je fais court. Allez-y. Voilà, je fais court. Et je crois qu'aujourd'hui, cette initiative, juste pour conclure très provisoirement là-dessus, que cette initiative sera l'occasion, si je me place sur le plan simplement des entreprises, de donner à nos entreprises non seulement un cadre solide, mais une légitimation, une reconnaissance pour le travail, pour le soin qu'ils apportent déjà à leur chaîne de production et d'extraction. Nous avons l'occasion, par cette initiative, de continuer à être bien placés dans notre leadership en termes d'économie, en termes de droits humains. On est à Genève ici ce soir, en termes d'environnement, et il serait extrêmement dommage qu'on ne joue pas cette carte maintenant, le 29 novembre. Merci. Merci beaucoup, Madame Savercher. Et puis, j'ose vous demander, Vincent Simon, de nous faire votre statement. Volontiers, je vais embrayer sur les derniers propos de Madame Saverchel. La réputation, à mon avis, des entreprises suisses n'est plus à démontrer. Je me permets de l'affirmer de manière très globale. Les entreprises suisses sont certainement parmi les investisseurs dans le monde les plus attendus et les plus retenus, de manière très très générale, ça j'en suis certain. Mais reprenons les choses par le début. D'abord pour vous dire que l'économie, et M. Carbonnier l'a aussi souligné, n'a pas attendu non plus de prendre mieux en compte les droits humains, la protection des droits humains et de l'environnement. C'est un objectif que nous partageons entièrement. Nous avons d'ailleurs des sociétés parmi les membres d'économie suisse qui sont très exemplaires dans ce domaine. Donc c'est vraiment un objectif qu'on partage. Donc la discussion, tout le monde l'aura compris, ne porte pas sur l'objectif, mais elle porte sur les moyens de réaliser cet objectif. Et de notre point de vue, il y a une excellente réponse qui a été donnée par le Parlement, c'est ce contre-projet indirect sur lequel on pourra revenir plus en détail tout à l'heure. J'ai envie de dire aux initiants, à ceux qui défendent l'initiative, pourquoi tant de haine à l'égard de ce contre-projet ? Je dois dire que sur les devoirs de diligence, sur les rapports non financiers, ce contre-projet est exigeant et il permettra à la Suisse de se situer parmi les pays les plus avancés dans le domaine. On pourra revenir sur le détail. Nous, ce qui nous dérange profondément dans l'initiative, c'est qu'elle produit un mélange que l'on considère
plutôt toxique entre 3 éléments. C'est d'abord un devoir de diligence très très étendu, qui va jusqu'au fournisseur du fournisseur du fournisseur. Ça, c'est vraiment, ça porte sur l'étranger, sur la filiale, bien entendu, mais aussi sur les fournisseurs. Donc, un devoir de contrôle, c'est une bonne chose dans certains domaines, c'est une chose qui n'est pas facilement réalisable dans tous les domaines. Donc, ce devoir est très exigeant. Il toucherait aussi des entreprises de taille moyenne, voire de petite taille. Et puis, ce devoir de diligence est combiné avec une responsabilité civile, on l'a bien souligné, c'est la responsabilité civile pour des fautes de tiers, c'est-à-dire qu'une entreprise serait responsable des fautes commises par une entreprise étrangère à l'étranger, excusez l'usage des mots, mais c'est quand même pour préciser le discours. Et puis, enfin, un renversement du fardeau de la preuve. Ça, il me semble qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. Donc, ça serait à l'entreprise, on dit, de se libérer d'une accusation, mais en fait, ça serait à l'entreprise de démontrer qu'elle n'est pas coupable de ce dont on l'accuse. Ce qui est quand même, entre ces 3 éléments, devoir de diligence étendue, responsabilité civile pour des fautes de tiers, et renversement du fardeau de la preuve, pour nous, c'est vraiment très problématique et très dangereux. Et j'aimerais le dire parce que j'aime bien aussi parler de manière très concrète et je me suis dit que je pouvais donner un exemple de l'application de l'initiative dans un domaine que tout le monde comprendra bien. Je prends l'exemple d'un fromager, comme ça on se retrouve en Suisse. Un fromager qui aurait 5-6 agriculteurs qui lui livrent leur lait. Selon l'initiative, ce fromager, il représente une espèce de groupe économique, un concern, comme on dit en allemand. Et ce fromager serait censé contrôler que les producteurs de lait, les agriculteurs, se comportent bien au niveau des droits humains, donc gestion du personnel, ouvriers agricoles bien traités par exemple, ou bien du point de vue de l'environnement, qu'ils ne polluent pas la rivière ni la source, etc., ou qu'ils ne répandent pas des pesticides de manière désastreuse. Donc le fromager serait responsable du producteur de lait, et en cas de problème, le fromager devrait démontrer que ce n'est pas de sa faute, qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour empêcher le désastre ou la pollution ou le mauvais traitement de l'ouvrier. Ceci juste pour vous dire, pour que l'on comprenne bien le mécanisme qui est en jeu dans cette initiative. Et puis, pour conclure cette première intervention, je dirais toute la campagne, d'ailleurs on voit l'image derrière nous, qui est une image en soi négative, ça a l'air d'être des mines de charbon, des centrales atomiques. Toute cette campagne est basée sur une émotion transmise par beaucoup d'images, dont certaines sont de vraies manipulations. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais je me ferai un plaisir d'en parler un petit peu si on a le temps. Merci beaucoup, Vincent Simon. Et puis, je vous passe la parole à Marc Hummel. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à cette discussion très intéressante. Je crois que ça commence déjà assez fort avec les propos de Monsieur Simon. Je crois que l'initiative, au final, elle a été lancée pour un but très clair, c'est de mettre un terme à la violation des droits humains et de l'environnement par les multinationales suisses dans leurs activités à l'étranger. Aujourd'hui, l'initiative vise une simple évidence, c'est-à-dire que quand les multinationales qui ont leur siège en Suisse profitent du travail des enfants, polluent un fleuve, doivent répondre de leurs dommages. Et c'est basé sur un principe très simple qui est que quiconque cause un dommage doit en assumer les conséquences. Monsieur Simon parlait d'un fromager, d'agriculteurs. Je crois que ça va être plus simple si on prend des exemples concrets. Des exemples concrets, c'est par exemple Glencore, basé à Zug, qui pollue un fleuve en Colombie à travers sa mine de charbon d'El Cerrejón. Et ce sont plus de 450 000 personnes qui n'ont plus accès à l'eau potable, qui ne peuvent plus profiter du bétail et de la rentabilité de leurs bêtes sur des champs qui sont pollués. Ce sont les pollutions de Glencore dans la mine d'Atacapay au Pérou, où des paysannes indigènes ont été expulsées de force et elles n'ont plus accès à leurs terres. C'est la mine de Cerro de Pasco également au Pérou, où plus de 2000 enfants, selon les dernières études, qui ont été intoxiqués par le rejet de métaux extrêmement toxiques, notamment le plomb et l'arsenic. Et ce sont notamment également Glencore au Tchad, où il y a eu des déversements dans les zones pétrolières du Sud, qui ont atteint des populations qui ont été victimes de différentes brûlures. On a également le cas de Lafarge-Holcim, qui a récemment été épinglé dans un rapport où il y a plus de 122 sites
où il y a eu des graves violations de droits humains et d'attentes à l'environnement. Et si on prend le cas du Nigeria, la Farjolsim dispose d'une cimenterie où elle rejette des particules fines qui portent atteinte à la population qui vit dans les environs du site. Et ces populations-là ont eu de graves maladies, notamment au niveau pulmonaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, les mesures volontaires ne suffisent pas, et pour encadrer ces mauvais élèves, parce que la majorité des entreprises se comportent bien, cela a été dit, pour encadrer ces brebis galeuses, nous avons besoin d'une législation contraignante. Et c'est exactement ce que demande l'initiative, à travers 2 mécanismes très simples, qui sont le devoir de diligence, comme ça a été expliqué notamment par le professeur Carbonnier, où les entreprises doivent s'assurer qu'il n'y ait pas de violation des droits humains, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour y remédier, et une responsabilité civile. Et cette responsabilité civile, contrairement à ce qui a été dit, elle est extrêmement limitée, puisqu'elle s'applique uniquement aux filiales des entreprises suisses, donc qui restent des entreprises suisses, ou à des entreprises où il y a un contrôle économique. Et dans ce cas-là, ça permettrait justement à ces victimes d'avoir un accès à la justice. Parce qu'au final, l'initiative, ce qu'elle demande, c'est simplement de donner un accès à la justice à des personnes qui sont victimes d'abus. Et je crois que cette initiative, juste pour conclure, s'inscrit dans un mouvement mondial, et cela a aussi été dit par le professeur Carbonnier, qui est d'encadrer ces pratiques. On l'a vu dans les législations en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis, où il y a déjà eu de nombreux cas où les sociétés minières de ces pays ont été portées devant les tribunaux de leur pays pour des faits qui se sont passés dans le Sud. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour mettre un terme à ces abus, pour encadrer les pratiques de ces mauvais élèves, nous avons besoin de cette initiative. Et ce n'est pas le contre-projet alibi où on demande simplement la publication de rapports ou un devoir de diligence uniquement sur le travail des enfants ou les minerais de conflit qui sont limités à 4 minerais, où il n'y a aucune conséquence qui mettront un terme à cette impunité de ces multinationales. Merci beaucoup. Je vous pose la question, Bertrand Reich, parce que vous dites que vous êtes un défendeur des droits humains. Donc, quand vous entendez ça, vous pensez vraiment qu'un contre-projet, ça évitera d'avoir ce genre de situation ? Je vous demande juste de me prendre le microphone. Pardon, j'en suis convaincu. Quand on parle de droits humains et notamment des droits de l'enfant, dans le fond, permettez-moi un petit retour en arrière. La première action politique dont j'ai entendu parler, mais il y a longtemps, dans une famille qui n'était pas politisée, la mienne, c'était Nestlé. Et le scandale de Nestlé qui vendait du lait en poudre aux femmes dans un certain nombre de pays, et ce qui a posé toutes sortes de problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand la population a su, quand l'opinion publique a pu être informée de ce qui se passait, il y a eu des pressions. Alors ça a pris du temps, ça n'a pas été ce qui a été le plus rapide, mais c'est l'information qui a permis de faire évoluer ça et qui a amené Nestlé à renoncer, un certain temps en tout cas, à ce genre de pratique. Le plus puissant levier que vous avez, c'est le peuple, c'est les gens, c'est les consommateurs, c'est l'opinion, et puis c'est ensuite un certain nombre de mouvements qui amènent la société à évoluer d'une manière globale. Alors si on prend la question des droits humains, on ne peut pas imposer les droits humains comme ça ne marche pas comme ça. Il faut une adhésion, et puis il faut ensuite qu'il y ait, si vous voulez les sanctionner, il faut qu'il puisse y avoir une sanction qui soit efficace. Il faut que ce soit une sanction qui ait un sens. Alors quand vous parlez d'enfants, du travail des enfants, pour prendre juste ce système, cette problématique-là, ce que propose l'initiative, si je résume et je simplifie, c'est de dire, d'abord, il n'y a pas de devoir d'information, il n'y a pas de transparence, donc comment est-ce qu'on va faire pour savoir ce qui se passe? C'est le premier point faible de l'initiative. L'initiative est majeure. Alors que le contre-projet, il impose ce devoir de transparence, puisqu'il doit y avoir des rapports, et que ces rapports seront publics, accessibles au public pendant 10 ans, et que le professeur Carbonnier a relevé à juste titre qu'il y avait des sanctions pénales, ce que l'initiative ne prévoit pas, si les rapports étaient soit incomplets, soit erronés. Donc on sait ce qui se passe dans le cadre du contre-projet. Et puis ensuite, c'est l'élément qui suit, c'est qu'une fois qu'on sait ce qui se passe, alors ça a des conséquences. On n'est pas dans un monde où les choses elles flottent comme ça et où il ne se passe rien. Moi, je ne crois pas à l'aspect de l'initiative où un enfant qui aurait été employé à travailler alors qu'il n'en a pas le droit, en théorie, parce qu'il est trop petit ou qui aurait été exploité, qui viennent devant un tribunal suisse. Enfin,
faut juste être concret. C'est un enfant ou un groupe d'enfants qui sont à des milliers de kilomètres, qui vont venir devant un tribunal suisse, à Zug ou à Zurich, et puis qui vont dire, voilà, on a été obligé de travailler, nous, on a un droit, et auquel je souscris totalement, à avoir une enfance protégée, on a droit à l'éducation, etc. On a été obligé de travailler, vous, juge suisse, vous allez devoir nous indemniser. Qu'est-ce qu'il va faire, le juge suisse? Il va aller faire un voyage sur des milliers de kilomètres, il va essayer de comprendre comment ça se passe, quelles sont les pressions familiales, quel est l'environnement, et puis la conséquence, ensuite, pardon, je finis juste avec ça, la conséquence, comme on parle d'un juge civil suisse, c'est quoi le préjudice? On est en Suisse, le préjudice en Suisse, c'est une question d'argent, c'est un dommage. Quel est le préjudice que vous pouvez avoir? Et quand on voit les indemnités que les tribunaux allouent en matière de tort moral, on voit bien qu'on tend vers zéro. Et donc, moi, je ne crois pas du tout au système de l'initiative dans ce cadre-là. D'accord. Donc, vous doutez, en fait, si j'ai bien compris, qu'on puisse renforcer, en fait, le droit. Donc, vous ne mettez pas en cause qu'il faudrait bien des punitions, mais vous en doutez qu'on puisse vraiment en arriver là. Alors, par les moyens, si j'ai bien compris. J'ai essayé d'être très synthétique. Fondamentalement, je ne suis pas sûr que ce soit à la Suisse d'être le tribunal du monde entier. D'accord. Et ça me pose aussi un autre problème. Mais j'essaie d'être synthétique. Donc, vous en pensez quoi, Marie-Claude Saverchel? Vous dites clairement qu'il y a une nécessité pour cette initiative. Vous en pensez quoi quand vous entendez ces propos? Pas mal de choses. D'abord, il n'est pas question pour la Suisse d'aller imposer ses règles. Je crois qu'il faut rappeler, ne jamais perdre de vue que ce qu'on veut faire respecter, ce qu'on veut mettre en lumière pour que ça ne reste pas simplement des vœux pieux, ce sont des droits, ce sont des engagements qui ont été pris au niveau international et que de nombreux pays ont signés. Et ces traités, maintenant, il faut qu'on puisse un peu passer à l'acte avec eux. Et il n'est évidemment pas question d'arriver avec notre juridiction suisse, on ne vient pas se mêler de la juridiction des autres pays avec cette initiative. Ça, je pense que c'est la première chose à signaler. Maintenant, on oppose contre-projet et initiative. Moi, je ne serais pas gênée avec l'idée qu'il y ait une combinaison. D'ailleurs, j'ai l'impression que la pratique des rapports, on le voit, elle existe depuis fort longtemps parce que les entreprises sont gagnantes si elles montrent ce qu'elles font, si elles évaluent les risques qu'elles ont identifiés, si elles font des rapports sur les accidents ou les incidents qui ont eu lieu et expliquent comment elles vont s'y prendre pour s'améliorer. Ces rapports existent déjà depuis de nombreuses années. Ils sont souvent admirablement faits, la méthodologie est excellente. Ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses sur les entreprises et j'ai même envie de dire que si ces rapports étaient complètement crédibles, que si je prends le rapport de Glencore, pour reprendre l'exemple de M. Simon, de n'importe quelle année, et même si je me disais, il n'y a rien d'autre à chercher, tout ce qui est dit est vrai, pour moi, ça ne change absolument rien au fait que, quand bien même notre vigilance serait parfaite, quand bien même notre soin serait absolu et généralisé, nous n'avons toujours pas donné de voix aux personnes qui pourraient être lésées. Et ça, c'est ce qui importe dans l'initiative. Et tant que cette possibilité n'existera pas, tout ce qu'on peut mettre en place, c'est rien d'autre qu'une suite de recommandations qu'on accepte de suivre, mais qui laissent les principaux concernés dans un mutisme qui devient coupable. Alors, Vincent Simon, vous avez entendu, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez vraiment que nous, en tant que Suisses, on défend les droits humains, on peut laisser juste les gens qui sont des victimes, en fait, aussi parce que les multinationales, donc, ou bien les entreprises, travaillent, enfin, en Suisse, ont des entreprises sur place. Vous trouvez normal qu'en tant que Suisse, on puisse rien faire, enfin, que ces gens, en fait, ils souffrent et puis que nous, on ne puisse pas...
Je trouve de toute façon pas normal que les gens puissent pas défendre leur cause dans leur propre pays. Ça, c'est clair. Et c'est tout le principe de l'initiative qui dit que c'est la Suisse qui devra régler ces cas. Je trouve que c'est très délicat en soi. Très délicat en soi. Ensuite, je ferai une deuxième remarque. On cite Glencore. Monsieur Oumel a fait sa série de slogans sur Glencore. Je trouve incroyable qu'on soit en train de discuter d'une initiative pour Glencore. Ça, c'est affolant. Il suffirait que Glencore quitte la Suisse pour que l'initiative tombe à l'eau. On n'aurait plus d'arguments pratiquement, ce que je trouve assez fou. Et puis, moi, je ne défends pas Glencore, je peux même vous l'avouer. C'est une société qui n'est pas membre d'économie suisse. Et je ne veux ni les défendre, ni les accuser. Mais je me suis rendu compte au cours de la campagne qu'on a beaucoup manipulé les faits concernant Glencore, dont ceux cités certains par M. Hummel tout à l'heure, Cerro de Pasco au Pérou. Ça vaudrait la peine d'en parler, je le fais volontiers. J'aimerais dire une chose à Mme Saverchel, elle nous dit les rapports c'est bien beau, et M. Hummel nous dit les rapports c'est alibi. Je vous rappelle que Mme Mazzone, lors d'Infrarouge, a dit, elle a sorti le rapport de durabilité de Glencore, et elle a dit, voilà, des brochures sur papier glacé. Je suis désolé. C'est juste pas possible parce que d'abord, c'est parmi les systèmes les plus exigeants qui existent actuellement. Et puis, j'aimerais quand même vous rappeler, enfin, vous faire connaître une chose. Ça, c'est un des derniers rapports du mois d'août de Pain pour le prochain et Action de Carême sur les batteries, l'élément crucial de la mobilité électrique. Que dit ce rapport ? Chapitre 3, notre méthode, passer les rapports d'entreprise au peigne fin. Donc, ce n'est pas qu'il y a n'importe quoi dans ces rapports. Ça permet vraiment de tirer des conclusions et de faire des comparaisons. Et les sociétés concernées sont très attentives aussi du point de vue, ne serait-ce que de leur image, à être bien classées. Je ne vous donne pas toutes les conclusions du rapport, je vous cite juste une phrase. Par souci d'objectivité, nous avons exclusivement utilisé des chiffres publiés par les entreprises elles-mêmes, dont les rapports sur la durabilité et la responsabilité sociale constituent les principales sources d'informations sur leur politique de protection de l'environnement et de respect des droits humains. Voilà. Donc ce sont des rapports bien utiles quand on veut tester la voiture électrique, mais complètement inutiles quand ils sont dans un contre-projet. Pour moi, il y a une légère contradiction dans le propos. Alors, je vous laisse juste réagir, Marc Hummel, aux propos que Vincent Simon vient de faire. Oui, c'est intéressant ce qu'il dit, enfin, dans le sens où les rapports, on a une relation de sincérité avec les entreprises, on les confronte face à ces rapports. Et ce qu'on voit, oui, on les regarde en détail, et c'est ce qui est exactement écrit dans ce rapport de Pain pour le prochain. Et au sein de Suiced, quand vous mentionnez avant le rapport de Glencore, on les a rencontrés l'année passée pour parler de toutes ces violations des droits humains, au Pérou, en Colombie, au Tchad, en République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous les confrontez face à ces problèmes, soit ils ne reconnaissent pas, soit ils le disent « oui, c'est vrai, il y a un problème, on va y remédier sur le terrain ». Vous allez sur le terrain, nous avons nos équipes qui enquêtent sur le terrain, et 6 mois après, une année après, il n'y a rien qui se passe. Aujourd'hui, vous avez par exemple une victime qui a été abattue de manière complètement arbitraire par des agents de Glencore en République démocratique du Congo en 2014. J'aimerais quand même rappeler que cette personne, la famille de la victime, n'a pas eu accès à la justice. Ils ont essayé d'intenter un procès, les documents ont disparu, on ne sait pas pourquoi. 6 ans après, il n'y a eu aucune justice. Et j'aimerais quand même rappeler que Glencore, République démocratique du Congo, a été inculpé pour des faits de corruption par le ministère public de la Confédération en Suisse en juin dernier. Donc comment voulez-vous qu'une victime obtienne réparation dans un pays dont le gouvernement a lui-même été corrompu ? On parle de pots de vin de plus de 100 millions de francs et l'État congolais aurait perdu plus de 400 millions dans ce cas-là. Donc quand vous dites « oui, mais il faut simplement que les victimes aient accès à la justice dans ces pays », mais il y a des pays où c'est extrêmement compliqué et ce n'est pas possible parce qu'il y a des faits de corruption, parce qu'il y a un État défaillant et dans ce cas-là, on offre simplement un accès à la justice pour ces personnes-là. Et d'ailleurs, les principes directeurs des Nations Unies en 2011 le reconnaissaient déjà. Quand ce n'est pas possible, vous pouvez aller dans le pays, et ça se passe déjà en Grande-Bretagne, au Canada, où il y a d'autres cas. Ensuite, j'aimerais rebondir. Vous dites, oui, une Lex Glencore. Mais non, il y a aussi Lafarge-Holcim. On pourrait citer Solvay, IXM, Socfin au Libéria. Vous mentionnez avant le cas de Nestlé. J'aimerais quand même rappeler que Nestlé, il y a un cas actuellement aux États-Unis pour des violations de droits humains graves. Ils ont employé des enfants dans des plantations de cacao. C'est faux, c'est pas du tout ça. Dans des plantations de cacao. C'est pas du tout ça. Excusez-moi, mais c'est pas du tout ça le cas. Non. Alors, oui, mais pardon, laissez-moi juste terminer. Donc après, vous nous dites, oui, le contre-projet va loin, ça va extrêmement loin, ils doivent publier des rapports. Mais ces rapports n'amènent aucune responsabilité. Vous dites, oui, il y a une amende jusqu'à 100 000 francs. Mais une amende, pourquoi ? Pour ne pas avoir publié de rapport, pour avoir donné une information fausse.
mais ça ne change absolument rien sur le terrain. Et ensuite, vous dites, oui, il y a un devoir de diligence pour les enfants ou les minerais de conflit. Mais s'il y a un devoir de diligence pour les enfants sur toute la chaîne, pourquoi on ne peut pas avoir ce devoir de diligence pour les questions environnementales? Vous dites, oui, mais c'est impossible à contrôler. Mais expliquez-moi comment, par exemple, le président de Chocolat Villard nous dit, moi, j'importe du cacao, j'importe des fèves, je dois m'assurer de la qualité, je vais sur le terrain, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de violation des droits humains. Pourquoi, si lui le fait, d'autres ne peuvent pas le faire? Aujourd'hui, Nestlé, c'est assez intéressant, puisqu'ils sont quand même, ils ont dit dans une dernière étude qu'il y avait 18 000 enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 8 000. Je suis persuadé qu'au jour où cette initiative, si elle est acceptée le 29 novembre, les lois seront discutées au Parlement, elle rentrera en vigueur dans 2 à 3 ans. Dans 2 à 3 ans, je suis persuadé que Nestlé saura se conformer à cette initiative. Et c'est les mêmes propos qu'ont tenus le CIO de Nestlé, de Lafarge, de Glencore, qui disent non, on ne va pas quitter la Suisse, et si cette initiative entre en vigueur, eh bien, tout simplement, on s'adaptera. Et je rappelle quand même que Nestlé s'est engagé pour le contre-projet au dernier moment au Parlement, le contre-projet qui a été saboté par notamment Économie Suisse et Swiss Holding, et que Nestlé s'est engagé au niveau européen pour cette loi qui, je ne sais pas si vous avez vu l'émission de TTC de lundi dernier, dont le commissaire européen à la justice a quand même dit que l'année prochaine, l'Union européenne statuera sur un projet de loi qui, non seulement il y aura un devoir de diligence sur toute la chaîne et une responsabilité civile sur toute la chaîne. Donc l'Union européenne a un projet qui va bien plus loin que l'initiative. C'est des déclarations. On pourrait en parler là-dessus encore, mais je vous laisse juste... Bertrand Reich, juste une question. Pourquoi, alors si certaines entreprises peuvent le faire, pourquoi les grandes ne peuvent pas le faire? Je réponds à votre question. Je veux juste réagir à une chose, parce que l'exemple donné de l'adolescent tué au RDC, il est passionnant. Qu'est-ce qui s'est passé dans une mine de Glencore? C'est une société de surveillance qui a arrêté 3 jeunes qui semblaient être mineurs qui travaillaient là, et Glencore entend interdire le travail des jeunes dans ces mines. Donc ces 3 jeunes ont été arrêtés, dont ont réussi à s'enfuir la milice privée. Les agents de sécurité privée ont arrêté un jeune homme qui avait 22-23 ans. Et puis ce jeune homme, on ne l'a plus jamais revu, il a disparu, il a été retrouvé décédé, il y a eu une autopsie, cette autopsie a révélé qu'il avait été victime de violence, il est mort de ça. La justice a fait son travail, il y a eu une procédure pénale, cette procédure pénale, elle a abouti en première instance à un acquittement. Scandale, étonnement des parents, enfin bouleversement des parents, le ministère public a fait recours. Donc la justice de RDC, elle fonctionne. Moi, je me trouve un peu arrogant de jeter ce regard sur une justice étrangère. La justice fonctionne. Il y a eu un recours, et en recours, l'instance de recours a annulé le premier jugement en disant que ce n'était pas acceptable ce qui s'était passé et qu'il fallait renvoyer les choses à la première juridiction. Donc, en fait, ça fait 6 ans, il y a eu attendez, juste une seconde. Si vous imaginez que c'est plus rapide en Suisse, vous rêvez, excusez-moi. Mais on dirait que ça fonctionne, le système. Donc, si ça fonctionne, pourquoi cette initiative, elle est... Pourquoi est-ce qu'on serait contre l'initiative, donc, en fait? Mais parce qu'on est en train de sous-entendre ici que les justices des pays ne fonctionnent pas. C'était le premier point que je soulevais dans mon introduction, c'est un manque de respect qui est hallucinant à l'égard des autres pays. Mais si vous dites que la justice est faite et puis que les entreprises, ils entreprennent, ils font les pas qu'il faut en justice, donc en fait, on peut faire cette initiative et il n'y a aucun... Non, il n'y a pas de réaction. Non, ça veut dire juste dire, je finis juste, la procédure pénale, elle n'est pas finie, elle suit son cours. 6 ans, c'est pas choquant. Si vous regardez la durée d'une procédure pénale à Genève, c'est pas plus rapide. Donc je ne sais pas où on sera, cette procédure pénale, je ne sais pas ce que ça donnera, mais il faut juste dire les choses complètement. La procédure pénale, elle suit son cours, c'est un délai qui serait usuel à Genève, dans le canton de Vaud, dans une autre... Enfin, à part mes activités politiques, je suis un peu avocat, et moi, il ne me choque pas ce délai. En tout cas, il est habituel. Donc nous, on ne fait pas mieux. Mais ce qu'il faut constater, c'est que cette justice, elle existe. Et que donc nous, on vient se substituer à cette justice. On vient sous-entendre que la justice des pays ne fonctionne pas. C'est ce qui a été dit avant. Et moi, je m'insurge la contre parce que je pense que c'est peut-être vrai dans certains pays, mais cet exemple, il montre justement que ce n'est pas le cas. D'accord. Alors j'aimerais juste parce que j'ai une question du public, peut-être passer un peu aussi aux questions économiques, parce que j'ai une question du public qui demande: cette initiative ne risque-t-elle pas de s'attaquer aux marges des entreprises suisses en période de crise économique? Donc, je vous pose la question, Marie-Claude Saverchel, vous qui êtes en faveur d'une économie florissante, vous ne pensez pas que ça vient au pire moment, une initiative pareille?
Mais je pense justement pas. Enfin, en termes de publicité, comme on le comprend, cet argument est souvent utilisé pour dire que l'initiative, effectivement, tombe au plus mauvais moment parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Maintenant, ça signifie que si la marge des entreprises, elle doit se faire clairement sur le déni de la préservation de l'environnement et des droits humains, il y a un certain nombre de questions à se poser. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, je crois que je l'ai dit en introduction, je pense qu'un cadre juridique clair qui ait un champ d'application extrêmement net, c'est une reconnaissance et une garantie pour le fonctionnement de nos entreprises et pour l'image qu'elles auront à l'extérieur. Ça veut dire que ça aussi, économiquement, c'est rentable. Et ça me paraît extrêmement important de le signaler. Donc, Vincent Simon, vous en pensez quoi? En fait, c'est un avantage, c'est un atout de dire, bon, ben, nos entreprises, elles sont responsables. Vous ne pensez pas que ce serait un avantage pour l'économie? Ce n'est pas un atout, puisqu'on voudrait les contraindre à être responsables alors qu'elles le sont déjà. Je suis désolé, je me répète un petit peu, mais je crois qu'elles sont déjà très largement responsables. Beaucoup font des rapports depuis longtemps, d'ailleurs, parce qu'elles sont internationales, donc elles sont actives dans d'autres pays, elles ont des obligations différentes. Et puis l'argument de la mauvaise période, moi je ne le partage pas. Pour moi, l'initiative est mauvaise, entre guillemets, excusez-moi. Pour moi, l'initiative va trop loin, elle pose trop de risques de manière globale à notre économie. Je dirais, c'est encore pire vu la période, mais ce n'est pas mon argument principal, il faut être clair. C'est en soi qu'on la combat, ce n'est pas parce que la conjoncture serait mauvaise. D'accord. Alors, il y a des rapports qui ont... Enfin, les initiants, eux, ils disent que ça touche juste une toute petite somme d'entreprises, n'est-ce pas? Parce que la plupart, soit ils appliquent déjà, et puis... donc, vous en pensez quoi, Bertrand Reich? Quand on lit l'initiative, on comprend que quand on est le directeur d'une PME, alors on parlait tout à l'heure d'une chocolaterie fribourgeoise, il y en a une autre à Genève d'une certaine taille, ce sont des PME, doit répondre de l'ensemble de ses relations d'affaires, avec un degré de diligence qui va évoluer. Mais ce qu'on comprend bien, c'est dans le texte même de l'initiative, c'est que c'est bien plus que la filiale qu'il s'agit de surveiller, c'est-à-dire qu'on doit s'assurer que l'ensemble des relations d'affaires fonctionne de manière irréprochable. Et dans un monde idéal, c'est parfait, mais on n'est pas dans un monde idéal. On est dans un monde où les relations d'affaires se font à des milliers de kilomètres de distance et où, dans le fond, le chocolatier, pour reprendre cet exemple, alors il doit s'assurer de la qualité du chocolat, ça c'est parfait. Il doit ensuite s'assurer que ses fournisseurs respectent l'ensemble des règles dans le pays, et puis ensuite s'assurer que l'ensemble des relations d'affaires qu'il peut y avoir, et il n'y a pas de limite à ça, respecte cela. C'est juste impossible. Moi, je comprends bien l'idée d'un monde idéal. Je la partage complètement. Je suis un utopiste, mais je pense simplement que c'est pas réaliste d'exiger ça de manière aussi illimitée, et c'est encore moins réaliste ensuite de dire que ça va être un juge suisse à Zug, à Zurich, à Versoix, à La Glaine, je ne sais pas, à Fribourg, qui va devoir aller aller visiter comment ça se passe, la cueillette du chocolat, et puis voir s'il n'y a pas par hasard des enfants de la famille qui contribuent à travailler, ou des adolescents, ou si tout ça, ça se passe, comment ça se passe ça... Alors, Marc Hummel, vous êtes Swissaid, vous êtes sur le terrain, donc est-ce que vous pensez que c'est réaliste qu'on puisse, donc il y a aussi l'argument de la charge des preuves qui est revenu, est-ce que vous pensez que c'est réaliste qu'on puisse vraiment assurer une charge, qu'on puisse assurer que toute la ligne de production, qu'il n'y ait pas d'abus? Non, mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. On mélange là le devoir de diligence sur la chaîne et la responsabilité civile. La responsabilité civile, elle est limitée quand on a un contrôle. Et la notion de contrôle, c'est soit juridique et soit économique. Et même au niveau économique, c'est extrêmement restreint. Donc c'est toutes les sociétés qui font partie du même groupe. Et à partir de là, c'est-à-dire que vous avez une influence sur cette société et vous devez exercer ce devoir de contrôle, et une victime peut porter plainte à ce sujet. Mais c'est quelque chose qui est complètement faisable. Et si certaines entreprises le font, il faut quand même rappeler qu'il y a plus de 300 entrepreneurs suisses qui soutiennent l'initiative et eux-mêmes ne veulent pas être victimes de concurrence déloyale face à d'autres qui profitent de marchés extrêmement abondants.
parce qu'ils ne respectent pas les droits humains et des normes aussi élémentaires que la violation des droits humains, etc. Donc je crois que là, il faut très bien différencier entre le devoir de diligence qui doit être exercé et cette responsabilité civile qui est au final extrêmement limitée. J'aimerais juste revenir une seconde sur le cas en République démocratique du Congo. Ça fait 3 ans que la famille n'a eu aucune nouvelle des tribunaux, que des documents ont disparu et que l'affaire a été classée. Et on parle de ce cas, on parle également de l'affaire Jolsim au Nigeria. Il y a eu un cas, tout d'un coup, il n'y a eu plus aucune nouvelle, l'affaire a été classée. Donc, si la personne peut obtenir réparation, peut obtenir justice dans son pays, très bien. Et à aucun moment, ça pose problème. Cette initiative, elle offre simplement la possibilité que s'il n'y a pas moyen d'obtenir réparation en Suisse, dans le pays où l'exaction a été commise, elle peut venir en Suisse. Et j'aimerais quand même rappeler, on parle d'inversion du fardeau de la preuve. À aucun moment, il y a une inversion du fardeau de la preuve. C'est simplement un mécanisme libératoire qui permet à la société, s'il y a tout le procès qui arrive devant les tribunaux suisses, il faut quand même rappeler que c'est extrêmement compliqué et coûteux de déposer une requête auprès d'un tribunal suisse, puisqu'il faut prouver que c'est la victime elle-même qui doit venir porter plainte, elle doit prouver elle-même qu'elle a subi le dommage, que ce dommage est un droit humain reconnu au niveau international, ou une violation environnementale reconnue au niveau international, qu'il y a un lien de causalité entre ce que l'entreprise a commis comme violation et le dommage subi par la victime, et ensuite elle doit prouver qu'il y a cette notion de contrôle. Et seulement là, on offre encore la possibilité, qui est plutôt un cadeau, comme le dit Franz Werro de l'université de Fribourg, c'est un cadeau fait aux entreprises qui peuvent encore montrer qu'ils ont fait ce devoir de diligence et qu'ils ne sont pas responsables de ce qui s'est produit. Et ça, j'aimerais quand même rappeler que c'est basé, comme l'a très bien dit Madame Saverchel, c'est basé sur le Code des obligations, l'article 55, qui est la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de l'employé, où il y a exactement le même mécanisme. Alors, Madame Saverchel, vous étiez en train de... Vous vouliez interagir avant. Oui, je voulais interagir, mais Monsieur Hummel a tout dit. Le champ d'application de la responsabilité civile est extrêmement limité. Alors, quand on mélange tout et puis qu'on laisse entendre qu'ensuite n'importe quel petit chocolatier ou n'importe quel petit fromager devra aller contrôler toute la chaîne jusqu'au bout de ses relations d'affaires et que sa responsabilité civile est engagée si jamais il y a quelque chose qui se passe, c'est un mensonge éhonté et c'est tellement absurde d'imaginer qu'on puisse faire une chose comme ça que, évidemment, c'est pas du tout de cela qu'il est question. Maintenant, encore une fois, sur l'arrogance de la justice suisse, il n'est pas question d'arrogance de justice suisse. En réalité, cette initiative, elle a un but qui est clairement préventif. Elle vise à nous faire évoluer tous un peu au même rythme. Les législations, les lois qui sont en train de se mettre en place partout et qui visent ce but, visent exactement ce mouvement généralisé au niveau de la planète. Et il n'y a pas de raison qu'on traîne des pieds en y résistant. Je veux dire, on peut jouer notre part, c'est un de nos devoirs, et c'est en plus une très belle carte à jouer. Alors, Vincent Simon, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce serait pas super si la Suisse, oui, ce serait génial. Tout le monde nous admirerait. Je crois que bien des pays se diraient bien, la Suisse, engagez-vous dans cette voie, on verra bien ce qui se passe avec vous. Et puis nous, on regardera ce qu'on fait. Tout à fait prosaïquement. Je pense qu'on ferait les Winkelried, mais ça serait un pur sacrifice. Personne ne suivrait. Il fallait qu'on suive. Non, mais je voulais revenir sur un élément... les propos contradictoires. On dit, on a des entrepreneurs, M. Sacerdotti, qui nous a expliqué qu'il arrivait à surveiller toute sa chaîne de production. C'est faux. Il l'a reconnu lui-même à l'émission de Forum. Il a dit, ah non, il y avait 30%, je ne savais pas, je pouvais pas en parler. Donc M. Sacerdotti est venu donner des leçons de bonne gouvernance, mais il a avoué qu'il y avait une partie de sa chaîne de production qu'il n'arrivait pas à contrôler. Sinon, il n'aurait eu que du chocolat équitable. Mais voilà, j'aimerais juste venir sur le fardeau... Pour reprendre à ce point-là, Madame Saverchel, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Donc, si un producteur dit il y a une certaine... Et puis ça, c'est souvent le cas. Par exemple, dans le chocolat, il paraît qu'il y a une grande masse de cacao, qui est le beurre de cacao, qui est très difficile à suivre. Vous ne pensez pas que c'est quand même une énorme responsabilité de demander à une entreprise de savoir exactement chaque
chaque point dans la production et de pouvoir retracer ça? Non, c'est pas trop demandé. C'est pas trop demandé. Pourquoi? Parce que ces contrôles, parce que là on parle d'une situation, j'ose espérer, sinon c'est sans objet, on parle d'une situation où on a affaire à une filiale, c'est-à-dire à une entreprise qui a vraiment un rapport de subordination avec l'entreprise ou la multinationale dont on parle. Alors évidemment que les contrôles doivent être mis en place, que les dispositifs pour les contrôles doivent être mis en place. On fait ça chez nous aussi, bon sang. À partir du moment où une entreprise travaille pour vous, où elle est vôtre, où qu'elle soit, mais ce serait sur la planète Mars, minimalement doivent être mis en place des mesures de contrôle, des mesures qui sont liées à la gestion des risques, que tout le monde fait aujourd'hui, bien entendu, et qui permettent d'éviter que des incidents qui étaient évitables si on avait fait les choses normalement, comme on les fait raisonnablement, pour éviter que ces accidents se passent. Chez nous aussi, il y a des accidents. Chez nous aussi, il y a des incidents. Mais la question de la diligence raisonnable, on la connaît aussi chez nous. Parfois, tout a été fait normalement, les contrôles ont été faits, on avait vérifié les machines, et puis, paf, il y a eu un incident. Personne n'aurait pu prévoir que... Voilà, c'est-à-dire que raisonnablement, on ne pouvait pas s'attendre à ce qui se passe tel ou tel événement. Ça, c'est la vie dans toute sa splendeur, et vous ne pouvez pas être tenu responsable alors que vous aviez mis en place tout ce qui devait être mis en place, puisque vous êtes responsable de cette production. Si quelque chose se passe, si vous avez pu faire la preuve que vous aviez fait le nécessaire, vous êtes évidemment de libéré de cette faute, comme ici. D'accord. S'il vous plaît, j'aimerais revenir sur... J'aimerais revenir sur ce point de faire la preuve. Le mécanisme, c'est bien une inversion, un renversement du fardeau de la preuve, c'est pas autre chose. Qu'est-ce qui se passerait en cas de plainte? Le plaignant, il va déposer une plainte qu'il va rendre crédible. Et qu'est-ce qui va se passer? Le juge suisse devra examiner la diligence de l'entreprise. C'est la première chose qu'il va faire. Il ne va pas faire pour premier mouvement aller dans la jungle amazonienne ou au Burkina Faso, ou que sais-je, enquêter sur la réalité du dommage. Il va enquêter sur la diligence. Donc le mécanisme est très problématique dans ce sens parce que les gens vont déposer une plainte avec l'aide d'ONG, bien entendu. L'entreprise verra sa réputation entachée tant qu'elle n'aura pas pu démontrer qu'elle a fait son devoir de diligence avec toutes les précautions requises. Et pendant ce temps, dans les médias, elle sera clouée au pilori. C'est ce qu'on voit dans toute cette campagne, d'ailleurs. Toute cette campagne, ce sont des attaques sans arrêt sur les entreprises. Juste une chose par rapport à cette inversion du fardeau de la preuve. La France, qui a la loi de vigilance la plus exigeante, a précisément renoncé à ce mécanisme. Elle a renoncé, en France, ça s'appelait présomption de culpabilité. Eh bien, la France y a renoncé. Ça devrait quand même nous laisser, nous faire un petit peu réfléchir sur le fait que l'initiative va bien au-delà de tout ce qui existe, y compris chez nos voisins français. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question qui vient du public et puis j'aimerais bien la poser. Donc, la question est, supposons que l'initiative soit acceptée. À quelle dynamique doit-on s'attendre dans la loi de mise en œuvre et doit-on craindre une pseudo-mise en œuvre de l'initiative? Donc, j'aimerais bien ouvrir à ceux qui aimeraient réagir. Allez-y. Moi, je réponds volontiers à cette question. C'est un des défis de l'initiative, c'est-à-dire que comme c'est une initiative constitutionnelle, elle ne rentre pas en vigueur immédiatement, donc il faut qu'il y ait un processus parlementaire et puis que le Parlement mette en œuvre les lois d'application. Alors, on a vu que le Parlement avait mis un certain temps pour se mettre d'accord. Donc, comme c'est compliqué, le Parlement ne va pas pouvoir changer les dispositions claires de l'initiative, et notamment quand l'initiative dit qu'il faut être attentif à l'ensemble des relations d'affaires. C'est pas un mensonge éhonté, c'est écrit dans le texte de l'initiative. Eh bien, la loi qui en découlera ne peut pas faire autre chose que prendre ça. La marge de manœuvre du législateur, elle va pas être immense. Il va peut-être pouvoir préciser ce qu'il en est de la dépendance économique, parce que ça, c'est un vrai enjeu. Si je prends un exemple très concret, dépendance économique. En Suisse,
80% à peu près de la distribution, ces deux entreprises, deux coopératives que je ne nommerai pas. Ces coopératives, on sait très bien ce qui se passe quand elles s'adressent à un agriculteur en lui disant moi j'achète ta production. C'est pas sa filiale, mais l'agriculteur, en réalité, il dépend complètement économiquement de la coopérative en question. Donc, il y a un rapport de domination économique en réalité, même si c'est pas une succursale. Et si on applique ce principe-là, ça veut dire que la coopérative en question, si on transpose, elle devrait répondre du fait que son fournisseur agriculteur, dans le fond, puisqu'elle le domine économiquement, ne paye pas assez bien ses collaborateurs ou ses ouvriers, ou etc. Et donc on voit que sur cette question-là du rapport de domination économique, qui est quelque chose de complètement nouveau en droit, il y a des questions qui se posent. Alors moi, comme avocat, je dois dire que je suis enchanté de l'initiative. Si je peux être un peu cynique, ça va me donner du travail, ça va poser toutes sortes de questions. Il y a déjà eu toutes sortes de questions sur la responsabilité des entreprises. Il y a un arrêt new-yorkais sur le capital social des taxis. Enfin, il y a plein de choses qui se posent. Si l'initiative passe, moi je pense que le Parlement il fera son travail, j'ai aucun doute là-dessus. Ça va être compliqué, mais il fera le mieux possible pour respecter l'esprit de l'initiative et puis essayer de répondre, pour autant que ce soit possible, à cette question de la domination économique, parce que moi je ne suis pas très sûr de ce que c'est. Mais je ne suis pas législateur. Vous êtes d'accord, Marc Huvel? Non, mais je crois qu'enfin c'est très positif de voir que le législateur va tenir compte du texte au final, parce qu'on dit sans arrêt les PME seront concernées, il y aura 80 000 entreprises concernées, mais je crois que le texte est très clair, il est écrit, le législateur tiendra compte des besoins des PME, et on le sait très bien, dans la mise en œuvre d'une initiative, on doit tenir compte aussi de ce que veulent les initiants. Et les initiants ont répété depuis le début, ils ont déposé un rapport explicatif au moment du dépôt de l'initiative en 2016. On a encore fait un rapport de 80 pages en allemand qu'on a mis sur notre site internet il y a un mois, qui dit très clairement que les PME sont exclues, que c'est uniquement les PME à risque. Et c'est au Conseil fédéral de définir quels sont ces PME à risque. Et ça sera certainement le commerce de l'or, le commerce de diamants et le commerce de pétrole. Et ça concernera qu'une petite centaine d'entreprises. Et au final, on voit que les entreprises qui sont touchées, il y aura moins d'1% des entreprises suisses. Ça représentera 1500 à 1800 entreprises en Suisse, alors que je vous rappelle quand même que la Suisse abrite plus de 500 000 entreprises. Donc on voit que c'est extrêmement limité. Je veux juste revenir sur ce qu'on disait avec la réputation. Mais je m'excuse, mais des questions de réputation, il suffit de taper Glencore dans un moteur de recherche, d'aller sur la page Wikipédia de Glencore et de voir tous les cas. Ce n'est pas un procès en plus ou en moins qui va changer quelque chose. Par contre, s'il y a un procès, ça va changer la vie de plusieurs personnes qui pourront enfin avoir un accès à la justice. Donc je crois que là, il ne faut pas se tromper. Et on parle sans arrêt du contre-projet, mais ce contre-projet n'amène aucune réponse pour les sites miniers. On parle sans arrêt du travail des enfants, que le devoir de diligence s'applique sur toute la chaîne, très bien. Mais qu'en est-il sur les cas d'environnement, de pollution environnementale et de la responsabilité face à ça? Merci beaucoup. Alors, vous avez déjà mentionné les cas. Moi, j'aimerais poser une question aussi qui vient du public. Donc, c'est si l'UE prépare une directive, mais si elle prépare une directive qui va aussi loin, voire plus loin que ce qu'on propose ou ce que propose le contre-projet, que risque la Suisse? Et puis j'aimerais bien la poser peut-être d'abord à vous, Marie-Claude Saverchel, et puis ensuite aussi à vous, Monsieur Simon. Je ne suis pas juriste et je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais pas répondre à cette question précisément, mais des pressions auxquelles la Suisse a dû finir par céder, alors que ça semblait inconcevable, impossible. C'était inimaginable de penser ou même d'imaginer qu'on devrait abandonner notre secret bancaire une fois. Combien de temps on s'est arc-bouté là contre et comment est-ce qu'on a dû finalement mettre en place les dispositions qui ont permis de réaliser ça? Et je pense que exactement comme le mouvement de protection contre le blanchiment d'argent a fini par aboutir chez nous à la disparition du secret bancaire, le même mouvement sur la protection de l'environnement et le respect des droits humains est en marche. Donc j'imagine sans peine que c'est un mouvement qui va se renforcer, qui va se généraliser. Et je pense que c'est pour cette raison que nous gagnons, nous maintenant déjà, à avoir une législation crédible pour
pour faire ce pas nous-mêmes et que nous ne nous trouvions pas en situation de nous le faire imposer, j'ai envie de dire une fois encore. Vincent Simon, vous craignez pas qu'on sera un peu Alors moi, je ne veux pas dehors tirer de plan sur la comète. Je ne suis pas sûr que l'Union européenne va réaliser aussi rapidement que ça une nouvelle directive qui irait aussi loin, voire plus loin que notre contre-projet. Je trouve que pour l'instant, notre contre-projet, il est tout à fait adéquat, pour les raisons qu'on a expliquées. On traite quand même deux problèmes importants, l'or, dont vient de parler M. Houmel, et puis le travail des enfants. Ça, c'est des devoirs de diligence. Donc là, c'est assez compliqué quand même en soi. Hein. On préserve les PME, parce que ça ne concernera que les entreprises qui ont 500 employés, ou 20 millions de capital, ou 40 millions de chiffre d'affaires. Donc 2 des 3 critères, voilà, c'est une chose. Mais je peux faire une petite réponse sur le secret bancaire. La comparaison me semble vraiment pas fonctionner pour la raison suivante. Le secret bancaire, c'est quelque chose qu'on avait, nous les Suisses, et que très peu de pays avaient. Et on en a bénéficié aussi pendant un certain temps, ça je crois qu'on ne peut pas s'en cacher. Ici, alors si on voulait comparer l'initiative, on devrait dire tous les pays du monde ont le secret bancaire, et puis l'initiative des ONG dit il faut le supprimer en Suisse. Alors là, je pense que voilà, on serait dans une autre configuration, et là je pense qu'on aurait raison d'essayer de le maintenir, et ça serait justifié au plan économique aussi. Merci beaucoup. Alors, vous avez juste rapidement parlé de la réputation de la Suisse. J'aimerais, pour peut-être en terminer, chacun de vous, un petit mot là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez que si l'initiative, elle passe, ou si le contre-projet passe, donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la réputation de la Suisse? Et puis, je commencerai peut-être avec vous, Marie-Claude Saverchel. Je crois qu'on a une réputation solide et qu'on n'a en réalité rien à craindre dans l'immédiat. Si l'initiative devait ne pas passer et puis qu'on devait se contenter du contre-projet, ce serait un coup de frein et il faudrait de toute façon reprendre tout ce travail dans les meilleurs délais. C'est, à mon avis, ça qui va se passer. Alors on le fera de nous-mêmes, peut-être, parce que le mouvement en Suisse me semble assez solide et déterminé. Et si ce n'est pas le cas, on sera emporté par ce mouvement qui arrive de partout. Mais en termes de réputation, je pense qu'on serait terriblement gagnant à rejoindre des pays qui, eux, déjà ont un peu d'avance sur nous, comme on les a cités tout à l'heure. Merci beaucoup. Et puis, je commence de ce côté. Alors, la réputation, à mon avis, n'est pas à faire. La Suisse, la réputation est bonne. Avec le contre-projet, comme je l'ai déjà dit, on se place au niveau de ce qui se fait le mieux en Europe, parce qu'évidemment, combien de pays n'ont aucune espèce de responsabilité sociale des entreprises? Il y en a pas mal dans le monde. Donc là, on se met à un très haut niveau. Et comme je le dis encore, on est très intégré économiquement dans l'Europe. Si l'Europe devait aller plus loin, je pense qu'un jour ou l'autre, la Suisse devrait suivre. Mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. C'est vraiment tirer des plans sur la comète. Mais ce ne serait pas une fois une occasion d'être un peu avant-gardiste là-dessus? Pionnier, mais moi je vous dirais, si on veut être pionnier ou exemplaire, je pense qu'il faut que, pour les entreprises en tout cas, moi je parle des entreprises, il faut qu'elles aient des règles qui sont similaires à celles des autres pays, pas des règles supplémentaires. Et dans un cadre harmonisé, si je puis l'exprimer comme ça, je pense qu'on verra bien que les entreprises suisses sont toujours exemplaires, et plus exemplaires que les autres. Mais s'il vous plaît, dans un cadre harmonisé, pas dans un exercice unique et sans comparaison. Merci beaucoup. Marc Hummel. Oui, mais enfin, je crois qu'aujourd'hui, même si le contre-projet est adopté, on sera toujours en retard sur un pays comme la France, par exemple. On aura une législation qui est bien inférieure à ce que demande la France. C'est quand on dit, oui, mais au final, c'est pas comme le secret bancaire, etc. Mais je rappelle quand même que la Suisse est le pays qui abrite le plus de multinationales au monde, qu'on est le principal centre de négoce au niveau mondial et qu'on a énormément d'entreprises qui sont impliquées dans des chaînes d'approvisionnement et qui ont des filiales à l'étranger, qui sont impliquées dans des violations des droits de l'homme et de l'environnement extrêmement grave. Et aujourd'hui, je pense que la réputation de la Suisse, elle est déjà entachée sur le plan international parce que ces cas de Lafarge-Holcim, de Glencore, ne font qu'alimenter le fait que la Suisse n'a aucune régulation dans ce domaine. Et le jour aussi, le 29 novembre, la population suisse accepte cette initiative,
On ose espérer, puisqu'on l'a aussi dit, cette initiative a un but préventif, c'est-à-dire que ces multinationales-là, parce que je rappelle, ce sont certains moutons noirs, c'est seulement une certaine partie de l'économie, vont changer leurs pratiques, et c'est la réputation de la Suisse qui va s'en trouver améliorée. On aura des règles très claires pour l'ensemble des entreprises, et aujourd'hui, si on compare avec la corruption, le professeur Carbonnier le mentionnait aujourd'hui, dans le cas de la corruption, on a une règle très claire. Des entreprises, notamment Gunvor, par exemple, l'année passée, a été condamné à une amende de 94 millions. Ça fonctionne très bien. Et on voit que petit à petit, les entreprises ont changé leurs pratiques. Elles ne soudoient plus certains gouvernements. Elles ont changé leurs pratiques, mais elles l'ont changé seulement parce qu'il y avait une législation contraignante. Et le contre-projet n'amène aucun changement concret. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de cette initiative pour mettre fin à cette impunité de certaines multinationales. Et ce serait vraiment un pas en avant pour l'ensemble de l'économie suisse et mondiale. Merci beaucoup. Et puis Bertrand Reich, vous avez le dernier mot. Merci. Je crois que la réputation de la Suisse et celle de Genève aussi, c'est d'être un pays pragmatique et porteur de valeurs humanistes. Je pense notamment à la Croix-Rouge et à tout ce que la Suisse fait et un certain nombre d'ONG. On a à Genève la chance de compter notamment une ONG qui fait partie du top 100 mondial en termes d'efficience, alors qu'elle a été créée il y a moins de 20 ans. Et donc on n'a pas de leçons à recevoir dans ce domaine. Je pense qu'on est des précurseurs, mais on est aussi des pragmatiques. Il a été fait référence tout à l'heure à la loi française sur la vigilance. Mais les Français sont en train d'expérimenter ce que ça implique avec des problèmes de compétences. Est-ce que c'est le tribunal de commerce de Nanterre qui est compétent pour en traiter ou est-ce que c'est un autre? On voit que ça ne fonctionne pas. On voit que ce système judiciaire, il ne fonctionne pas, il pose plus de problèmes qu'il amène de solutions. Et moi, je ne souhaite pas que la Suisse s'aventure dans une démarche qui serait complètement solitaire, puisque ce que propose l'initiative, la France y a renoncé, ça a été souligné notamment sur les traits saillants de l'initiative. Et cette initiative, elle ferait de la Suisse alors un pays, si on veut bien, exemplaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'exemplaire dont je rêve, c'est-à-dire celui de se lancer dans une aventure complètement incertaine en devenant le tribunal mondial du désordre mondial ou des insuffisances de certaines nations. Donc moi, je crois que quel que soit le résultat, on peut être fier d'être suisse, parce que quel que soit le résultat, que ce soit le contre-projet comme je le souhaite ou que ce soit l'initiative, on aura progressé en rappelant que le contre-projet contient un certain nombre de devoirs et de devoirs qui sont importants. Merci beaucoup Bertrand Reich. J'aimerais vous remercier à vous tous, les panélistes, Bertrand Reich, Marie-Claude Saverchel, Vincent Simon et Marc Hummel. Merci beaucoup d'avoir fait partie de ce débat. Merci au Graduate Institute d'avoir organisé ce débat et à Céline Nagy du Forhaus pour avoir collaboré. Merci à vous tous et bonne soirée.